Donc ce soir, nous allons parler du chapitre 3, un stream cascade. Ouais, c'est ça, c'est le stream de l'infini. Bonjour YouTube, bonjour à tous. Chapitre 3 de la fin des temps. Troisième chapitre, cinquième stream. C'est qui est représenté? Eh bien justement, on va parler de la première, de la pupute numéro 2 du monde de Warhammer. Nous allons parler ce soir de tout un arc qui se passe, hein, comme dans les mangas, tout un arc qui se passe sur Neferata, première des vampires, surpuissante euh, ennemie, bien sûr, des forces du bien. Nous allons parler de la mort au bord du monde, nous allons parler des montagnes du bord du monde, de tout ce qui se passe, comme vous le voyez, durant le printemps 2524 et jusqu'à l'hiver 2524, c'est-à-dire sur un an complet. Alors que je vous le rappelle, tout ce qu'on a raconté depuis le début, la bataille de la Maison Tal, la recherche des artefacts de Harkonnen et Manfred, la bataille avec Eltarion, avec tous les autres, qui s'est passé dans l'automne 2524 et l'été 2524, là, vraiment, on est encore plus sur le long terme parce que Neferata est la reine des Lamianes, la première vampire de l'histoire, et elle est surtout celle qui est la plus forte en termes d'espionnage. Et vous allez voir à quel point elle l'est. C'est Moratti transformée en vampire. Ben pour moi, c'est la Moratti des vampires. Voilà, littéralement. Nocti-chan, ouais, à peu près ça, ouais, c'est à peu près ça. Donc, un petit peu de contexte, sur qui est ce personnage si vous ne le connaissez pas. Donc, Neferata qui est le personnage, une reine littéralement, hein, de Neekara à la base. Elle est où la Moratti des nains? Elle n'existe pas celle-là. C'est une reine des Neekariens, c'est une reine qui a combattu aux côtés de Al-Khadizar. Donc lors de la grande bataille finale contre Nagash, elle était présente. Il y a ton chat sur l'image, ouais. Non, tu rigoles, celui-là, il est slim par rapport au mien. T'en mets trois, elle est comme ça dans le mien. Neferata est une reine lamiane, donc c'est la reine la plus à l'est du territoire de Neekara, celle qui est de l'autre côté des montagnes du bord du monde. Et c'est surtout elle qui, après la chute de Nagash, a essayé d'étudier le comportement et surtout le savoir interdit de Nagash, car elle a récupéré certains des grimoires de Nagash et elle a tenté de créer une potion, la même techniquement potion selon ses dires que Nagash pour qu'il devienne immortel. Elle a tenté de reproduire la potion d'immortalité et malheureusement elle s'est foirée dans sa création. Elle a réussi à rester éternellement belle et jeune, mais en contrepartie, il faut qu'elle boive du sang frais régulièrement, ce qui fait qu'elle est vraiment la première à avoir fait naître la maladie du vampirisme et la malédiction du vampirisme. Elle est la première des vampires. Et, encore une fois, chose importante à préciser, le vampirisme n'était pas quelque chose que Nagash voulait, encore une fois. C'est une erreur dans les grimoires. Je vous rappelle que ce qu'il veut, Nagash, hein, c'est défoncer le monde entier en un seul sortilège ou devenir lui-même le seigneur de la mort pour que tout le monde, le serve selon ce qu'il veut. Point. Tandis que les vampires, lorsqu'ils deviennent vampires, ils sont certes des morts vivants, leur corps s'arrête de vieillir, s'arrête de mourir. Ils ne peuvent par contre pas procréer, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, hein, ils sont stériles. Bref, leur corps est mort, hein, littéralement, mais il est figé dans le temps. Ce sont des morts à la fois vivants, à la fois morts. Et surtout, ils conservent leurs émotions, ils conservent leurs états d'âme, ils conservent leur volonté. Voilà, les vampires sont extrêmement arrogants et égocentriques. Ils sont machiavéliques, manipulateurs et les Lamianes, c'est-à-dire celles qui ont reçu le baiser de sang de Neferata, sont championnes dans ce qui est de la séduction, de la perversité, d'essayer de te retourner l'esprit pour que tu finisses toi-même par les servir. Ce sont les chefs des espions, etc. Vous en avez d'autres, un vampire qui ont, après des années et des années et des années et des années de séparation, parce que bien sûr, il y a eu un petit problème pour Neferata, comme la plupart des ex-femmes. Ouh, coup dur.
Eh bien, les vampires se sont déclinés en plusieurs versions, en 7 grandes familles exactement, ou en tout cas en 7 espèces différentes presque. 5 sont décrites dans les livres de règles, 2 autres sont décrites assez aléatoirement et rapidement dans les JDR ou les choses comme ça, ou dans les anciennes versions. Bref, Neferata est la première des vampires, celle qui va faire naître le vampirisme. La seule chose, c'est que, étant donné qu'elle deviendra immortelle et qu'elle deviendra elle-même machiavélique, la grande nouvelle Nagash, entre guillemets, même si Nagash n'était pas mort, elle va tenter de prendre le pouvoir au fur et à mesure de répandre sa maladie, sa malédiction du vampirisme dans la cour de Nehekhara, jusqu'à ce qu'elle se fasse presque démasquer. Rappelant que la nécromancie est interdite à Nehekhara, hein, c'est quelque chose qui est abhorré, vu que justement c'est Nagash qui a failli détruire le pays. Eh bien, Neferata va transformer au fur et à mesure sa cour en vampire Lamian, qui sont les premiers, hein, vu qu'ils sont originaires de Lamia. Les autres, après les Van Karstein et Dragons de Sang, arriveront plus tard. Elle va bien sûr transformer son plus grand général, qui est bien sûr Abora Sharkon, qui est le premier dragon de sang pour plus tard, qui va devenir un vampire surpuissant. Elle va transformer plein d'autres mondes derrière, jusqu'à ce qu'il y ait un problème, que sa cousine, qui n'est rien d'autre. Est-ce que je vous l'ai mis? Ah bah non, je ne l'ai pas mise. Ah bah attendez, on va montrer une petite image quand même de la cousine. Et pas la cousine de comme chez MAF. Hein. Non, 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 les vraies cousines, quoi. Attendez. Voilà. Sa cousine, hein, qui n'est d'autre que... Ouf, Khalida, bien sûr. Salut, commandeur. On vient de commencer à peine. Les Nekrars ont toujours été les meilleurs des vampires. Change my mind. Khalida, qui est, elle, la petite reine de Lybaras, la cité qui est au sud dans le territoire de Lamia, sera invitée à la cour à Lamia pour recevoir un très grand cadeau, bien sûr, un petit peu en mode magouille, sauf que Khalida n'est pas dupe, et surtout Khalida, on dit qu'elle est une protégée de la déesse Aspic, la déesse serpent, et justement Khalida va refuser le don vampirique, comprenant que sa cousine est devenue une vampire, une création de nécromancie, donc un ennemi de Nehekhara, peut-être même une sous-fifre de Nagash. Bref, Khalida va tenter de prévenir les autres rois et les autres rois de Nehekhara pour tabasser la tronche de Lamia, parce que c'est interdit de faire la nécromancie, sauf que Khalida sera tuée par Neferata. Seul problème pour Neferata, eh bien, elle va louper un peu l'assassinat de sa cousine. Sa cousine va revenir en tant que reine des tombes et va lui poser beaucoup de problèmes. Et même dans la fin des temps, ils font ce clin d'œil et c'est ça qui fait plaisir. Bref, après l'attentat, l'assassinat de la reine de Lybaras et on va dire un petit peu le manquement à l'honneur qui va s'en suivre, eh bien Neferata sera découverte, sa cour de vampires sera découverte par les rois de Nehekhara. Et je vous rappelle hein, que c'est celle qui est tout à l'est. J'ai pas mis une carte de Nehekhara, j'aurais peut-être dû en mettre une pour faire la révision du personnage quand même, parce que j'aime beaucoup ce personnage quand même. Hein. On aime le détester bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. Roi des tombes, je dois en avoir une petite carte. Oui, voilà, j'en ai une là. Je vais vous la montrer. Clac, voilà. Donc, comme vous voyez, elle est là. Elle est là, où il y a ma souris, là. Merde, Neferata. Neferata, elle est reine de Lamia, ici. Et vous voyez que Nehekhara, c'est tout ce territoire central, ici même. Et vu qu'elle était un peu excentrée, un peu à l'extérieur, bah bien, grand bien lui fasse, tout allait bien, jusqu'à ce que voilà, elle loupe l'assassinat de sa cousine, ou en tout cas elle réussisse, mais elle se fasse démasquer. Et les 6 autres rois vont s'allier contre elle et vont, une petite carte qui s'appelle toujours bien sûr Turkum. Et il va y avoir un énorme assaut conjoint des rois de Nehekhara, parce que je vous rappelle que Nagash a détruit le monde, de leur propre point de vue, hein, ça a été le traître ultime, et ils vont raser la cité de Lamia, bien entendu, ils vont la détruire, pierre par pierre ou presque, et ils vont tenter de tuer Neferata. Khalida, c'est la reine de Lybaras, ouais, c'est une princesse de Lybaras, juste ici, Tomb City de Acept, ici même, Sion 6. Ou en tout cas, c'est une très grande ponte de Lybaras. Et justement, la grande défense de Nehekhara, de Lamia sera connue pour Abora, justement, le vampire amoureux de Neferata, qui sera loyal jusqu'à la mort, enfin la remort, et qui sera après mis en exil, pendant que Neferata, elle, s'enfuit de Lamia, échappant au courroux des rois des tombes. Elle va s'enfuir juste au nord, regardez là, c'est caché dans les montagnes, bonjour. Elle va s'enfuir avec sa cohorte de vampires à Nagashizar,
la forteresse où se reforment petit à petit les forces de Nagash et va tenter de lui prouver son allégeance et de lui dire, regardez, nous sommes nous aussi de grands seigneurs vampires, de grands seigneurs de la mort. Et Nagash va très vite lui faire comprendre que il en a rien à foutre. Il déteste son engeance. Hein. Vraiment, il y a un très 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 mauvais contact, premier contact entre les vampires et Nagash. Nagash qui n'y voit que corruption de son œuvre, et les vampires qui s'attendaient à trouver un allié pour ravager leurs anciens ennemis et qui trouvent simplement une liche en train de crever lentement mais sûrement. Bien évidemment, tu es une erreur petite, c'est à peu près ça. Bien évidemment, les tensions vont se calmer très 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 fortement justement à Neferata et à sa magouille politique énorme. Bonsoir le synode. Et ils vont tenter une nouvelle attaque en s'alliant tous les deux sur le territoire des Néhécariens. Et va s'en suivre 2 guerres de suite. Une guerre où ils vont être repoussés, une où ils vont retourner à Nagashizar, s'allier aux Skaven, balancer une peste et ravager une bonne fois pour toutes le territoire de Khemri avec, pour finir, le retour de Alcadizar qui tabassera Nagash et qui fera que les vampires et leurs forces vont pas disparaître mais s'éparpiller dans le monde entier. Voilà, je suis allé un peu vite sur la fin parce que c'est plus vraiment l'histoire de Neferata, c'est l'histoire des vampires et de Nagash. Et plus d'une fois déjà, on a présenté ces personnages. Donc, nous nous trouvons au début donc, du chapitre 3, on nous parle un petit peu justement de Neferata. On nous parle justement de tout ce qu'elle connaît parce qu'elle n'habite plus à Lamia. Hein. Lamia est une cité qu'on appelle cité maudite, une cité damnée du point de vue de Nehekara. Regardez, hein, on l'a vu sur la carte d'ailleurs. Non, ça c'était Khalida. Là, hop. The Cursed City, hein, on voit bien. Donc elle est maudite. Hein. Il y a un truc que je pipe pas. Comment Nehekara tue sa cousine si elle est une roi des tombes? J'ai dû rater un épisode. Elle n'est pas roi des tombes encore. Ils sont humains là, Michael, à ce moment-là. Il faut que les rois des tombes ne sont rois des tombes, comme tu les connais, morts-vivants, que après la deuxième guerre que je viens de te parler là. Oula, c'est un peu fort, j'ai l'impression, les alertes. Les rois des tombes ne deviennent rois des tombes que lorsque Nagash réattaque 2 fois après ce que je viens de t'expliquer. Voilà. Salut Isaac, salut Tariq, bonsoir à tout le monde. Donc elle était encore humaine. Et c'est justement lorsque le sortilège de Nagash va être un peu corrompu par le fait qu'il se fasse tabasser la gueule que Libaras va reconnaître sa reine qui est Khalida. Bref. Eh bien, Neferata n'est plus là. Elle n'est plus du tout là. Elle est l'une des exilées de la guerre perdue par Nagash, battue par Alcadizar, qui a loupé son sortilège. Les Néhécariens se sont tous relevés, les morts-vivants se relèvent tous partout. Eh bien, Neferata s'est enfuie, et s'est enfuie très, 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 très loin. Neferata se trouve au nord extrême, ou presque, des montagnes du bord du monde. Elle se trouve au Pinacle d'Argent. Bonsoir, Pépé Eric. Elle se trouve au Pinacle d'Argent. L'une des dernières forteresses, une ancienne forteresse naine, hein, je le précise bien, une ancienne forteresse naine qu'elle a elle-même investie des siècles plus tard pour pouvoir se refaire un palais. Parce que il faut bien se rendre compte d'une chose, Neferata, c'est une reine qui a été ultra importante, ultra puissante, une des reines de la première civilisation véritable des humains. Je compte pas vraiment les Catéiens parce qu'ils sont avec des dragons. Et c'est l'une des plus anciennes, les Néhécariens, encore une fois. Hein, c'est peut-être même la plus dominante du passé. Et elle était l'une des reines de ce territoire-là. Donc l'orgueil, il est bien là, il est bien présent. Donc à l'intérieur du Pinacle d'Argent, pendant des siècles entiers, Neferata va le transformer en palais magnifique et incroyable, un palais de morts-vivants, je le rappelle bien. Elle va s'entourer d'une coterie de vampires, auquel elle a une confiance presque limitée, mais une confiance quand même, et elle va comprendre que elle a toujours été une reine. Et une reine, ça ne se bat pas comme un piètre général, comme un piètre vampire qu'elle a pu croiser plus tard dans les siècles, genre ces petits von Karstein qui veulent régner sur un empire décadent, ou alors comme ces rois ghouls Strigoi qui bouffent des gens pour le plaisir. Bonsoir, Chagon Valley, Lidrum, bonsoir. Bref, Neferata, elle combat comme une reine. C'est-à-dire qu'elle domine. Elle domine par la politique, elle domine par l'espionnage, elle domine par les magouilles.
Neferata va développer le principe de créer des Lamianes. Non plus des vampires masculins, mais très principalement des vampires féminines, très tournés sur la subtilité, l'envoûtement, la séduction, etc. Pour, depuis les Pinacles d'Argent, qui est au nord de la planète, hein, à peu près au-dessus de Karak-Kadrin, un petit peu au niveau de la Sylvanie, je vous remontre la carte d'où ça se passe, elle va viser la finesse, voilà. Mais la finesse traîtrise, hein, elle est au nord, elle est presque à la limite de l'Ostermark, hein, vous voyez le Pinacle d'Argent, en termes de position. L'Ostermark est un peu plus loin. Donc c'est à peu près au niveau entre Kislev et l'Ostermark, si vous voulez, mais de l'autre côté des montagnes. Vive la sororité, c'est une sacrée sororité, hein, les Lamianes. Et en fait, pendant des siècles entiers, elle va envoyer ces petites vampirettes absolument partout, dans toutes les cours du monde Neferata, pour pouvoir avoir des oreilles absolument partout. C'est l'une des seules où on sous-entend à des moments qu'elle a des elfes vampires dans ses troupes. Ce qui est très 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 rare dans le lore d'entendre parler que les elfes ont été transformés en vampires. Il y en a certains qui te diront que ça n'existe pas ou quoi que ce soit, alors que la fin des temps nous prouve que ça existe, vu que Eldira malheureusement va être une de celles-ci. Mais on sait qu'elle a même des oreilles dans la cour du roi Phénix. On sait qu'elle aurait même quelques oreilles chez les elfes noirs à la gonzesse. Elle est vraiment partout, Neferata. C'est la Deus Ex Machina de l'espionnage. Elle est l'égale de Moratti en termes d'espionnage. Et même un peu meilleure que Moratti. Un peu meilleure. Franchement, je dirais qu'elle est un peu meilleure. Elle n'a pas les assassins de Moratti, attention, elle n'a pas les assassins de Noir, ça je le précise. Elle joue pas trop de l'assassinat, elle joue plus de la magouille politique, de la manipulation politique. Bref. Neferata, avec ses fameuses Lamianes, va étudier pendant toute l'année 2524 les mouvements de troupes de tout le monde. Elle est au nord, hein, je le rappelle, elle est au nord des terres sombres, elle est à peu près au nord-ouest des terres sombres. Son chat noir n'avait pas un peu d'importance et c'est juste un second rôle, ouais, c'est ça. Mais elle est du côté des nains du chaos, hein. Elle est du côté des terres sombres, elle est du côté de Zarnagronde, etc. Mais elle gère très bien son affaire. Je vous rappelle qu'en 2524, Kislev est détruit. Kislev est détruit, hein. Le monde est détruit de l'autre côté des montagnes, là, hein. Là, t'as l'Ostermark qui est juste au bord de la limite noire. Là. De l'autre côté, c'est la mort. C'est les guerriers du chaos qui ont attaqué par centaines de milliers. Et là, on n'en entend pas parler. Pinacle d'Argent, qui est pile poil de l'autre côté des montagnes, on n'en entend pas parler. Ce qui nous prouve bien que le côté des nains du chaos n'est pas attaqué par le chaos. Et que les nains du chaos ne descendent pas vers le sud, alliés aux guerriers du chaos. Il se passe donc quelque chose au nord. On ignore ce que c'est. Ceux qui savent, c'est Grimgor qui fout la merde et qui empêche le chaos de passer les terres sombres. Bref. Tout ça va grandement servir à Neferata à étudier tous les mouvements de troupes de tout le monde. Ils ont une bonne insonorisation, c'est pour ça, ouais, ça doit être ça. Neferata va voir Manfred van Karstein récupérer partout des artefacts, va voir Arkhan déclencher sa guerre civile en Bretonie, puis ensuite s'allier à Manfred pour commencer le rituel pour réinvoquer Nagash. Neferata sait ce que fait Manfred. Elle contrôle des vampires de sa propre cour. C'est pour ça que Manfred est très 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 paranoïaque. C'est qu'il sait qu'il y a des espions partout chez les vampires. Mais Neferata sait une chose. Elle sait une chose que personne, à part quelques intimes précis, connaissent. Elle sait que Aliatra, la fille censée être l'héritière de la reine éternelle et du roi Phénix, n'est qu'une bâtarde. Elle est la fille de la reine éternelle et de Tyrion. Comment elle le sait? On n'en a aucune idée. Je dois partir à mon tournoi de Béour demain. Ah bah bon, bon courage Senjuro. Bon courage et merci à toi de faire connaître ce sport. Bon dodo. Elle sait que Aliatra n'est pas totalement de sang divin. Sauf que Neferata ne va pas le dire à Arkhan ou Manfred. Une voyeuse, rien de mal à ça. Oui, voilà, on va peut-être dire ça. On va dire que c'est une voyeuse. Mais ça nous prouve bien une chose. Qu'est-ce que le Béour? C'est du combat médiéval en armure, en sport de contact.
qui peut aller à 1 contre 1, 55, jusqu'à 150 par 150 dans les grands tournois. Est-ce qu'elle veut se venger de Nagash? En fait, Neferata, elle déteste Nagash. Elle ne le supporte pas. Pour elle, Neferata, Nagash n'est qu'un mégalomane qui n'atteindra jamais ses niveaux. Elle n'a jamais pu l'égaler aussi, donc elle le jalouse, bien sûr. Elle n'a jamais pu égaler sa vie éternelle sans boire du sang. Et surtout, elle a très très mal digéré le fait qu'il n'ait pas voulu s'allier avec eux et qu'il les a utilisés, les vampires, contre Neekara et qu'il a échoué. Sauf que Neferata sent bien ce qu'il va se passer par rapport au chaos. Elle a compris, vu qu'elle est très au nord, je vous rappelle au Pinacle d'Argent, Neferata a compris que le chaos va ravager le monde. Elle sait que Nagash doit revenir pour contrecarrer le chaos. En tout cas, pour lui faire perdre du temps. Et Neferata veut par contre une chose en comparaison. Elle veut devenir elle-même l'indispensable à Nagash. Elle veut que Nagash lui en doive une. Elle veut que Nagash lui soit rétributaire. Et justement, comme elle sait que Arcane et Manfred vont très certainement réussir leur mission de l'invoquer, mais avec du matériel défectueux, Neferata va tout simplement tout calculer pour pouvoir réussir là où Arcane, le premier et plus fidèle serviteur de Nagash, là où Manfred von Karsten, celui qui ose s'appeler le plus puissant de tous les vampires, elle va prouver à tous face à Nagash qu'elle est capable d'être la reine qu'elle prétend être. Et tout simplement, elle va offrir à Nagash la potentielle chance de devenir un dieu. Pourquoi elle devrait se dire que mieux vaut Nagash que le chaos? Parce que le chaos, il détruira. Le chaos, il détruira. Il ne peut pas corrompre les morts vivants. Parce que les morts vivants ne peuvent pas être corrompus. C'est impossible dans la metagame de Warhammer et dans tout le lore. Bonne soirée, Senjuro. Et tout simplement, Nagash étant quand même un aura de la mort, si Nagash combat le chaos, Neferata ne sera que plus puissante parce qu'elle est quand même mort-vivante. Il lui faut de la magie de la mort. Après, la méta peut changer. Et ça, on va le voir justement après, ce qui m'énerve au plus haut point. Mais les morts-vivants ne peuvent pas s'allier au chaos. C'est impossible. Le chaos les détruira. Parce que là, vraiment, il les détruira. Autant les humains, il va les transformer pour en faire des cultistes. Mais alors, les morts-vivants, il va les détruire. Littéralement. Parce que ce sont des anathèmes, des antithèses du chaos. Le chaos, c'est tout le bordel. Les morts-vivants, t'es un qui commande contre tout le monde qui le suit en puppet. Parce que bien sûr, elle ne voulait pas se servir de Nagash, évidemment. Elle va carrément vouloir s'en servir, bien évidemment. Neferata était comte vampire par Roi des Tombes, donc Neferata, elle est une reine Roi des Tombes. Enfin, elle est une reine nécarienne, mais elle a été transformée en vampire avant que les Rois des Tombes ne deviennent des Rois des Tombes, avant que les Nécariens ne deviennent des Rois des Tombes. C'est l'importance de ce personnage. C'est qu'elle est une reine de l'ancien Nékara, comme Cetra, si vous voulez. Sauf que Cetra est un Roi des Tombes, elle, c'est une vampire. Il n'y avait pas un nécromancien du chaos, il me semble avoir entendu dans un des lives lore. Oui, Zadibou, c'est Kemmler. Et justement, Kemmler a trahi, justement. Kemmler a trahi la mort, en tout cas, et s'est rendu au chaos. Et la première chose qu'il utilise, c'est un artefact de la mort, et il meurt. On fait le test des cams quand tu veux. Oui, j'ai vu, Pépé Eric, mais je ne vais pas te répondre maintenant. On va se répondre en MP, t'inquiète pas. Donc, sachant cela, sachant que les contes vampires de Manfred et Arcane vont s'occuper de réunir tous les artefacts et vont s'occuper de réincarner Nagash, très bien, ils vont faire leur rôle. Pendant ce temps, Neferata prend tête de son armée et va tout simplement trouver la solution, apporter la solution que les autres n'auront pas pour devenir l'indispensable à Nagash qui lui doivent quelque chose et donc qu'elle voudrait utiliser, bien sûr. L'armée de Neferata est assez spécifique. Franchement, j'aime beaucoup l'idée de la cour, parce que c'est quand même une cour, hein, c'est une reine, encore une fois, de Neekara. Déjà, dans ces vampires lamianes, elle a des favorites. Alors, des favorites, mais c'est pas sous-entendu, enfin, c'est pas précisé. Ce sont des favorites parce que c'est ses préférés, ses premiers enfants, ou que ce soit, ou ce sont ses favorites parce qu'elle couche avec. On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est des vampires comme ça à Lamia. Ce serait fortement possible parce que je joue sur la séduction. Hein. Mais bref, elle a une de ses premières, une de ses plus puissantes vampires de sa coterie qui s'appelle Imantet. Clin d'œil, je pense, à la culture égyptienne. C'est cool de jouer une armée de Neferata, une armée de vampires femmes. Ah ben justement, Torek, là, littéralement,
Lorsque Neferata partira au sud, parce que son trésor pour Nagash se trouve au sud, très loin au sud, elle va partir avec une coterie intégrale de vampires femmes. Mais genre, elle part avec des trentaines de vampires, qui lui sont toutes plutôt très loyales, parce que justement, vu qu'elle leur apprend à berner les autres, elle leur a tout appris. Donc Neferata ne pourra pas se faire doubler par une de ces petites vampires. Surtout que Imantet, qui est censée être sa favorite, entre guillemets, Imantet, on sait qu'elle est ultra, ultra loyale, elle, à Neferata. Donc, non seulement Neferata et sa coterie de vampires partent au sud avec une sacrée puissance quand même, on va pas se mentir, parce que beaucoup de vampires, plus une reine de l'Neekara, ça en impose, mais aussi, elle part avec ses troupes d'élite. Et comme je vous l'ai dit, c'est une reine, bien entendu, c'est une reine de Lamia, c'est une reine nécarienne. C'est-à-dire, si je vous le rappelle bien, hein, les Nécariens, ils s'enterraient vivants en tant que soldats pour être relevés au moment où leur roi ou leur reine reviennent. Sauf qu'elle, elle n'est jamais morte véritablement. Ce qui fait que lorsqu'elle s'est enfuie de Lamia, cette chère Neferata, elle est partie avec ses troupes d'élite, transformée elle-même en roi des tombes, ce qui fait que Neferata commande dans son armée la garde lamiane. C'est-à-dire que dans sa propre troupe de morts-vivants, elle a des lamianes. Elle a donc des rois des tombes. Et ça, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette idée. Voilà, moi je trouve ça sympa. Sachez même d'ailleurs que c'est précisé que le commandant de sa garde lamiane est un Ushapti, littéralement. C'est une créature de statue où il y a l'esprit de quelqu'un dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup l'idée. Donc comme vous voyez, l'armée de Neferata est composée bien évidemment de Neferata, de Imantet, que je vous viens de vous parler dans sa première, de sa coterie de demoiselles de vampires, de sa garde lamiane, de la garde de la maîtresse supérieure, donc c'est-à-dire la garde Imantet, la vampire favorite, et après d'une énorme légion de guerriers squelettes. Il y a un côté, je suis vampire, mais je garde mes anciennes traditions de Nekara. C'est littéralement ça. Elle reste la reine de Lamia. Ils sont sortis de la maison de retraite de chez moi, tiens, c'est ça. Et bien évidemment, Neferata ne se prétend pas magicienne, nécromancienne, absolument pas. C'est une vampire, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'elle déteste les zombies. Elle déteste les zombies, Neferata, elle aime pas ça, elle trouve ça pue, elle trouve ça dégueulasse. Il faut un petit peu de martialité, il faut un truc bien propre, bien rangé. Bon, parfois elle se fait suivre, hein. Elle se fait suivre par des piteux, hein, comme elle les appelle, c'est-à-dire ces créatures ignobles nécrophages. Hein. Elle a fait éradiquer ces ignobles nécrophages, comme vous le voyez. Donc vraiment, Neferata, c'est une armée extrêmement élite, très tournée sur... On était quand même reine avant. Voilà, on va pas lever des cadavres comme c'est moins que rien de Von Karstein ou c'est Necrar, tu rigoles. Non, on a un standing. Voilà, hein, on va pas rigoler quand même. Et cette immense armée, qui est vraiment assez colossale, hein, qui est assez grande, il va falloir que je m'intéresse plus aux détails, au lore, Roi des Tombes, ça a l'air très intéressant. C'est l'un des meilleurs pour moi, Galbinus. Tu sauras, c'est l'une des plus belles tragédies du monde de Warhammer. Si jamais, Galbinus, je t'invite à aller voir mes vidéos lore sur cette faction, vidéo lore narrative de quelques dizaines de minutes, si tu veux en apprendre plus. Donc, l'armée part pour un très long voyage sur presque 9 mois. Depuis le pinacle d'argent, Neferata va être très prudente, vu que tout va se passer à l'ouest, de l'autre côté des montagnes du bord du monde, entre les attaques d'Arcane avec la Bretonie, puis les attaques d'Arcane pour prendre les artefacts, et les attaques de Manfred. Ils vont concentrer leur attention sur l'ouest, y compris l'attention des nains, je le rappelle. Neferata va faire un immense détour en direction du sud pour passer vraiment à la limite est des montagnes du bord du monde. Elle va à fort lointain, c'est à peu près ça. Ça sent la raclée chez les nains. En effet, on voit et on le comprend qu'elle traverse les territoires peau verte, hein, parce qu'on passe au Pic de Grom, on passe au Mont Gunbad, qui sont des territoires peau verte, hein, je le rappelle. Et elle évite bien évidemment Karak Kadrin et Zuvbar, qui sont bien trop occupés avec tout ce qui se passe en Sylvanie. Elle
passe au niveau des piliers de Grugny et traverse la route d'argent durant l'été 2524. Et elle va passer les territoires du col du Chien Fou et s'approcher du sentier des Crocs, de Gransdrung jusqu'au gouffre du Crâne, qui va être le premier arrêt bataille de ce chapitre. Durant tout ce chemin qui lui prend du temps, et là on est raccord, il lui faut plusieurs, presque une dizaine de mois pour atteindre l'endroit dont je vous parle, presque 9 mois. Elle part en janvier, elle arrive en septembre, quoi. À l'endroit où je dis, et pas vraiment à l'endroit spécifique d'où elle va, parce qu'elle a un plan. Elle sait qu'un artefact incroyable, quelque chose qui va servir à l'âme de Nagash elle-même, se trouve quelque part. Encore une fois, grâce à ses espions, grâce à son immense savoir, etc. Elle va traverser tous ces territoires qui sont gorgés de peau verte, mais vraiment gorgés de peau verte. Ce qui la surprend, plutôt, elle se rend compte qu'en faisant ce chemin, en fait, eh bien, elle est très lente. Elle serait censée normalement rouler sur n'importe quoi avec une armée pareille. Surtout qu'elle évite les territoires nains. Mais plus elle va descendre vers le sud, plus elle va passer Karakadrin, Zvoubar et les territoires contrôlés par les nains et se retrouver sur les territoires contrôlés entre guillemets par les peaux vertes, plus elle va rencontrer une résistance incroyable. Neferata ne va même pas comprendre à quel point les peaux vertes se sont rassemblées. Elle va bien sûr tomber sur énormément de tribus gobelines. Je vous rappelle que au sud, la WAG de Skarsnik vient d'être lancée. Salut Saul. Pendant qu'on sait que quelque part, il n'y a pas beaucoup d'orques parce qu'on ne sait pas exactement où ils sont passés. Voilà. Encore une fois, c'est le lore qui nous aide ou qui nous aide pas. Mais ces immenses tribus gobelines vont en fait réussir à ralentir Neferata. Neferata aurait dû arriver à son objectif déjà bien avant. Elle aurait dû y arriver au 8e ou au 7e mois. Elle avait calculé potentiellement que des peaux vertes allaient lui barrer la route, mais pas qu'elle puisse être ralentie de plusieurs mois. Chose importante, elle nous refait une Tamurkhan. Alors pas vraiment une Tamurkhan, mais elle passe au chemin le plus court, en évitant les nains, ne pas entrer sur le territoire des nains du chaos. C'est plutôt pas con de faire comme ça. Il y a un bouchon sur l'autoroute des peaux vertes. Et en fait c'est ça, Sion 6. Certes, il y a beaucoup de peaux vertes, beaucoup de peaux vertes, mais on comprend très vite en lisant le roman que Neferata n'est pas du tout une générale. Mais pas du tout. Une morte, ça réussit réellement à calculer le temps. Oui, parce qu'elle est extrêmement calculatrice, elle. Alors là, en fait, tu comprends très rapidement que Neferata, elle n'est là que pour sa puissance. Elle est là vraiment pour l'ego. S'il y a bien une chose où elle est forte, c'est l'ego. Elle est vraiment la reine des vampires. Elle est même pas une grande magicienne. Tu comprends très vite que c'est pas une très grande magicienne. Que la grande combattante de son armée, c'est Imhotep. C'est même pas elle. Tu comprends qu'elle n'est pas une grande générale super stratège. C'est une reine. C'est une reine. Elle joue au Lego. Elle joue pas vraiment au Lego, on va pas se mentir. Mais voilà. Elle est très tournée sur l'ego. Voilà. Elle est plus mobile, bien sûr. Ce qui fait que quand elle croise des armées peau vertes qui lui bloquent le passage, elle défonce des tronches, elle explose des wags, ou en tout cas des tribus peau vertes, mais elle ne vise pas à tuer les généraux, par exemple. Elle perd pas son temps à poursuivre les gobelins dans les grottes lorsqu'ils s'enfuient ou quoi que ce soit. Elle avance tout droit. Son objectif, c'est là-bas au fond, tout au sud. Qu'importe si les gobelins s'enfuient ou que les chefs gobelins lui échappent, tout simplement. Et ça va lui poser problème. Et ça va lui poser. Parce que plus elle pousse au sud, plus les peaux vertes fuient en direction du sud durant un temps, jusqu'à ce qu'il tombe sur un très grand chef. Un très grand chef qui est un personnage inconnu. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste que c'est un chef gobelin, donc vous imaginez déjà ce qui va se passer, vu que c'est un pur random total, bien sûr. Les gobelins ont des corolles dans ce coin déjà qu'ils flippent avec un elfe, alors une vampire. Bah ouais, mais bon, en même temps, ils passent chez eux, elle passe chez eux, la vampire. Et très rapidement, cette espèce de mini-wag
qui se forme au fur et à mesure en direction du gouffre des crânes. Elle peut relever des peaux vertes. Il est dit qu'elle relève des peaux vertes. En tout cas, pas elle, mais ces vampirettes relèvent des troupes peaux vertes mortes en mode squelette. Et pas en mode zombie. Mais au fur et à mesure, Grulsik, Griffe de Lune, un chef gobelin de la nuit, qui est un seigneur de guerre, hein, littéralement, qui n'est pas un petit chef gobelin, qui est quand même un seigneur de guerre, va se retrouver à la tête, qui est un chef qui se trouve dans cette région du monde. C'est pas il est ici, hein, donc il est à l'est de Karakazul et de Karakoypik, donc c'est un général qui est censé être sous la tutelle de Skarsnik, mais qui se retrouve à la tête d'une ouag incroyable, d'immensément de troupes peaux vertes gobelines. Il va avoir une armée qui va être 6 fois plus nombreuse que celle de Neferata qui déferle du nord. C'est pour vous dire à quel point il y avait du monde sur la route. À bison futé rouge-noir là, hein, littéralement. Donc tout au fur et à mesure, elle fait reculer les peaux vertes, jusqu'à ce qu'ils s'agglutinent sur le territoire du col de la mort et qui forment la grande armée de Grulsik. Le grand chassé-croisé de l'été, littéralement. Bon, on reste l'or même dans notre propre monde, hein. Évidemment. Et à un moment ou à un autre, Grulsik va se sentir pousser des coronesses et il va se dire « Attends, maintenant on est assez nombreux, je vais faire une action d'éclat pour que enfin on me reconnaisse comme le roi de la montagne à ce moment-là. Je vais tenter de tuer la vampire et en fait tout simplement d'ensevelir la vampire et de la bloquer dans les montagnes, d'en faire un mets de choix à offrir à Skarsnik. » Carrément inventer une nouvelle couleur, ouais j'avoue. Et tout simplement, Neferata, pas du tout doué en termes de stratégie, encore une fois comme je vous l'ai dit, va foncer littéralement dans le piège. Mais complètement, les yeux fermés, les yeux bandés, elle y va. On est quasiment au 11e mois de sa... Enfin, on est au mois de octobre-novembre, donc vous le comprenez, on est pas très loin après la... Enfin, même pas après, mais... On est à Gamlisnart en fait, on est à la nuit des mystères. Mais on le connaît lui, il nous a fait une Tamurkhan, voilà c'est ça. Et tout simplement, une immense bataille va éclater entre les peaux vertes. On n'est pas loin de l'automne, oui on n'est pas loin de l'automne. Une immense bataille va éclater entre les peaux vertes et les morts-vivants. Très rapidement, là aussi je vous décris pas toute la bataille parce qu'il ne faut pas pousser quand même, on n'est pas là pour faire des streams de 6 heures. La bataille va être un massacre. Mais un massacre. Et franchement, une honte. Une honte. Bien évidemment, les gobelins vont vont démontrer la puissance qu'ils ont lorsqu'ils sont extrêmement nombreux. Il va y avoir au centre d'un énorme gouffre qui s'appelle le gouffre des crânes, une armée gobeline massée avec des trolls, des squigs, des créatures qui ne craignent pas trop les morts, pour que les morts foncent dessus, tête baissée, que Neferata ne trouve ça qu'un autre rassemblement de peaux vertes sur son chemin, jusqu'au moment où justement ils vont suffisamment tanker la ligne pour déverser sur les flancs de l'armée mort-vivante des milliers de gobelins, de fanatiques, de squig broyeurs, etc. qui vont s'abattre sur l'armée de Neferata, qui est belle, qui est puissante, qui est surpuissante, mais qui est une bille en stratégie. Littéralement. Même si l'armée fanatique, en tout cas l'armée de Gobelins de la Nuit est colossale, l'armée en face reste une armée de morts-vivants, où les vents de magie sont gorgés de pouvoir, où il y a quand même une coterie entière de vampires, où il y a des gardes Lamian, où il y a des gardes des cryptes, qui surclassent très largement même le plus costaud des trolls. Mais les gobelins savent justement que les endroits où ils sont, ces fameuses gouffres, ce gouffre des crânes, n'est pas seulement un endroit qui porte un nom pour être classe, c'est un endroit où il y a énormément de cadavres, le gouffre des crânes. Donc tu vas me dire, attends, c'est complètement con que les gobelins ont choisi cet endroit où il y a pour affronter des morts vivants, là où apparemment il y a beaucoup de cadavres. Mais tout simplement, cet endroit s'appelle comme ça, pas parce que c'est un gouffre de cadavres, mais c'est un gouffre d'ossements. Parce que c'est un terrain de chasse de chimères. Les gobelins
tente le coup de combattre les vampires ici pour attirer des chimères, dont je vous rappelle des créatures ultra puissantes dans le monde de Warhammer, hein, pour qu'en fait il balance les chimères sur la masse de morts-vivants en dessous, qui semblent être des ennemis bien plus importants que des gobelins. C'est sûr, quand on lit Gala et on courtise, on n'est pas fut-fut en stratégie. Mais même en combat, hein, elles sont très rapides et très puissantes, mais elles ne sont pas des maîtres breteuses comme les chevaliers de sang. Hein. Donc il y a des coteries de vampires, là, dans la coterie, il y en a qui meurent. Hein. Il y a des super vampirettes de Lamia qui se font défoncer par des gobelins. Hein. J'adore ce passage, hein. Vraiment, c'est un excellent passage. Ce qui fait que la bataille, bien entendu, qui regorge énormément de violence, va attirer des chimères, bien sûr. Les chimères, et je crois qu'il y a une triplette de chimères qui va tomber sur l'armée, et ces chimères vont bien sûr sauter sur les grands ennemis les plus puissants, les vampires. Imhotep va en défoncer une assez facilement, une autre va se faire bouffer à la fois par les gobelins et par les morts-vivants, mais elle va détruire des centaines de mecs au passage. C'est surtout son ego qui va prendre un coup. Attends, t'as pas fini. Et bien entendu, il y en a une des chimères qui va se mettre sur le chemin entre Neferata et sa cible qui était le chef gobelin de la nuit. Et Neferata va se faire défoncer. Mais genre, elle va se faire transpercer de part en part par une défense de la chimère. Elle va perdre son arme. Ça reste une chimère. En one by one, c'est quand même chaud. Sauf que Neferata va réussir à égorger la chimère. On a du mal à imaginer des gobes qui défoncent des vampirettes. En même temps, Coco Malais à 35 contre 1, à un moment, enfin à 100 contre 1, à un moment, tu te feras avoir par une lance pourrie. Hein. Neferata va se faire très fortement blesser par cette chimère. Je suis pas là pour souffrir, ok. Mais vraiment, elle va se faire bolos. Hein. Elle va se faire bolos. Bon, elle va réussir à la tuer quand même, hein, faut pas se mentir. Mais Neferata va se trouver en très 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 mauvaise position. Jusqu'au moment où... Et c'est parti pour le Deus Ex Machina. Une seconde armée de contes vampires arrive. Une seconde armée qui arrive du nord, dont ne sait où. Aucune idée de savoir d'où elle vient. Cette seconde armée est commandée par Krell. Elle est commandée par Krell et elle est accompagnée de Terrorgeist, de Vargeist, de Garde des Cryptes, d'énormément de puissances vivantes ultra importantes, qui se dirigent droit vers Neferata. Comme si cette armée contre vampires suivait Neferata depuis des semaines. Neferata et les gobelins, voyant ce qui se passe, se demandent bien sûr ce qui se passe. Même Neferata est surprise. Et c'est lorsque Krell approche, balaye les gobelins qui se dirigeaient vers Neferata blessée et balaye les forces de Neferata pour atteindre la vampire, qu'elle se dit « Oh my God, il est pour moi. Oh non, il est venu pour moi. Il sait ce que je prépare. Il sait ce que je suis venu chercher. Il va me défoncer. Oh non, oh pitié, c'est un contrat. Il est là pour me tuer, etc. » Comme si Arcane se doutait quelque chose ou que même le pouvoir ancré, le pouvoir de la nécromancie elle-même savait que Neferata s'apprête à flouer Nagash, enfin, etc. Et au moment où Krell s'approche pour la décapiter, pour lever sa hache, tu sais pas s'il lève sa hache pour finir vraiment la chimère ou pour la décapiter elle-même, c'est vraiment vu comme ça dans sa vision. C'est à ce moment-là, exactement ce moment-là, que Nagash apparaît sur le monde. Que le rituel de Arcane et Manfred est terminé. Pile à ce moment-là. Ce qui fait que lorsque Nagash, il éclate, que tout son pouvoir émane, je vous rappelle, rappelez-vous, quand il émane, Nagash, il devient lui-même le réceptacle de la mort. Et il échoue à devenir lui-même un dieu. À nouveau, il échoue une bonne fois pour toutes ou presque. Parce qu'il est incomplet. Aliatra n'était pas le bon plan. Aliatra était une erreur. Et Neferata le savait. Au moment où il s'incarne sur Terre, les morts-vivants se relèvent de partout. La bataille du gouffre des crânes tourne à la défaveur des gobelins parce que les morts du gouffre des crânes se relèvent tous
vu que la mort elle-même s'est relevée en la présence de Nagash. Et à ce moment-là, Krell s'arrête. Et Neferata entend la voix de Nagash dans sa tête. Donc elle a été beaucoup trop retardée, Neferata, par toutes ces hordes de gobelins qui l'ont ralenti au fur et à mesure. Neferata va échapper à la mort des mains des gobelins, et elle ne saura jamais si Krell était venu la tuer, la sauver, ou s'il la suivait. Elle ne le saura jamais. Mais en tout cas, Neferata va se soumettre, bien évidemment, lorsqu'elle va ressentir le pouvoir incroyable de Nagash, et elle va réussir même à négocier à Nagash. Très bien, je deviendrai moi-même une de vos mortarques, aucun problème, je deviendrai une de vos lieutenantes, si vous le désirez, mais je vais vous donner le cadeau ultime. J'ai de quoi vous permettre d'avoir la puissance que vous recherchez, maître Nagash. J'ai le pouvoir de vous offrir ce que vous recherchez. J'ai un sang divin pour vous. J'ai même, peut-être, une âme divine pour vous, pour la dévorer. C'était ça le plan depuis le début de Neferata. Remplacer au bon moment le pouvoir, le faux pouvoir de Aliatra, qui n'est qu'une bâtarde, le faux pouvoir divin, pour offrir une âme entière de Dieu à Nagash pour qu'il la dévore et qu'il devienne suffisamment stable pour devenir le vent de la mort. Au moins le vent de la mort. Parce que là, pour l'instant, Nagash, il a un peu un genou au sol. Hein. Il se dit, putain, ok, d'accord, alors bon, mon plan a échoué. Vite, il me faut de la pyramide noire en Eekara pour pouvoir me stabiliser. Au moins me stabiliser. Mais là, elle lui dit, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous stabiliser. Laissez-moi finir ma mission. Filez-moi Krell si vous voulez, en généraux si vous voulez. Krell deviendra aussi un Mortark, hein, bien évidemment. Et ces deux-là vont s'allier, sous la tutelle bien évidemment de Nagash, pour continuer leur chemin en direction du sud, vers l'arcade perdue de Valhalla. Et là, les nains entrent en jeu. Alors bien évidemment, oui, j'ai oublié de vous mettre cette image, bien sûr, pour bien vous montrer que Neferata se fait quand même fermer le clapet par Nagash, mais qu'elle arrive à négocier parfaitement son domaine. Et elle devient, là, à ce moment-là, une très intéressée de Nagash, même si Nagash se tourne très, très, très spécifiquement déjà vers Neekara. De leur côté, les nains de cette région, je vous remontre la carte, c'est les nains de Karak-Azul. Les nains de Karak-Azul, rappelez-vous le premier stream, je me souviens plus qu'on avait fait. Les nains de Karak-Azul, donc le roi Cazador, hein, le roi Cazador tueur de dragons, et bien entendu le plus puissant de tous les forgerunes, qui s'appelle bien évidemment Torek Tête en Fer, ont fermé la cité. Contrairement à Kadrin, hein, qui a laissé ses portes ouvertes pour aller tabasser les ennemis de l'ordre, Torek, grand conservateur du pouvoir des nains, a tout simplement conseillé au roi des nains, hein, Thorgrim le rancunier, et à tous les autres rois de fermer leurs portes, de s'enterrer sous terre et de laisser passer la tempête du chaos qui arrive. Karak-Azul est l'une de ces forteresses. Karak-Azul est l'une de ces forteresses qui s'est fermée sur elle-même sous le conseil de Torek et qui refuse d'aider les territoires autour. Sauf que Cazador, il est d'accord de faire ça, mais il va très vite comprendre que Torek avait un plan. Torek, donc le plus puissant des forgerunes, je le rappelle, l'un des plus doués, Torek est un chercheur. C'est quelqu'un quand même qui veut retrouver le pouvoir ancestral des runes, de toutes les runes des nains. Et surtout, il sait que, au fur et à mesure de ses trouvailles, de ses recherches, il a peut-être retrouvé un des dieux ancestraux des nains. Torek est sur le point, au moment où la tempête du chaos va péter, est sur le point de trouver le dernier indice lui indiquant où se cache l'un des 3 dieux tutélaires des nains. Il aurait trouvé un point de passage pour aller rejoindre Valhalla,
la déesse protectrice des nains. Malheureusement, c'est à ce moment-là que la tempête du chaos va péter et qu'il faut d'abord compter et travailler et protéger Karak Azul et le peuple des nains. Bien évidemment, il va bouillir jusqu'au moment où il va décider, ce cher Torek, de quitter la cité pour aller justement à la porte de Valaya, ce fameux endroit où se trouve sa déesse, la déesse protectrice des nains. Et bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le même endroit que Neferata connaît. L'arcade perdue de Valaya. Elle était vraiment à côté, il est vraiment nul, hein, Torek, on est bien d'accord, mais bon, ça, on n'est pas là pour parler de ça. C'est en fait exactement la même destination, le même chemin où il se dirige, l'arcade perdue de Valaya. Bien évidemment, depuis le gouffre du crâne, Krell et Neferata se sont alliés. Ils disposent donc, alors que quand même Neferata a subi beaucoup de pertes, ils disposent d'une force mort-vivante colossale, vu que je vous rappelle que la Nagash s'est relevée. Tous les morts dans les montagnes se sont relevés, les morts depuis des siècles. Et donc, Neferata n'avait qu'à claquer les doigts pour pouvoir relever des centaines de troupes, des milliers de troupes. Il y avait une cité naine habitée, cachée de tous. Non, c'est pas une cité naine, c'est juste un point de passage caché dans les nains, dans le Karazankor. Donc c'est sous terre, hein, tout ça. Donc il y a la force immense des morts-vivants, Krell plus Neferata, qui se dirigent vers l'arcade perdue. Et il y a, bien sûr, les forces des nains de Karak Azul. Parce que, bien évidemment, Torek, il n'est pas parti tout seul. Il est venu avec ses fidèles, avec son Trong, sa petite armée. Et, bien sûr, lorsque Torek, qui est en train d'étudier à la porte de Valaya et qui comprend ce qu'il doit faire, qu'il voit arriver depuis des jours des morts-vivants par milliers sur sa position, il demande des renforts à Cazador et Cazador lui envoie une de ses armées. Il vient même lui-même en présence. Il n'a toujours pas compris qu'il faut réduire en poudre les morts pour éviter de voir se relever. Ouais, j'avoue. Ouais. Par le pouvoir du crâne ancestral, je tiens la force de toute puissance, c'est ça, exactement, Coco Malais. Et c'est pour ça que, lorsque les morts-vivants vont arriver au combat, les nains seront en place à la porte de Valaya et Torek sera en pleine concentration pour pouvoir ouvrir la porte et sauver leur déesse. Il cherche à choper le titre de Be'lakor, c'est à peu près ça. Ce qui fait que va se passer une bataille colossale, gigantesque, entre le grand tronc de Karak Azul, la force armée de Krell et l'armée de Neferata. Toujours avec Im en tête, sa garde Lamiane, ses damoiselles et la garde de la maîtresse supérieure, plus tous les morts-vivants qui l'accompagnent. La bataille va être titanesque. Vraiment. Les nains vont... mais s'ils ouvrent pas la porte, les morts-vivants, ils ne sauront pas l'ouvrir. Eux, non. Eh bien justement, je rappelle que les morts-vivants, à ce moment-là de leur histoire, sont beaucoup trop puissants. Ils sont à un niveau tel... Là, je vous rappelle que même Nagash est puissant. Donc si jamais la porte tombe aux mains des morts-vivants, Nagash n'aura qu'à se déplacer jusqu'à cet endroit pour la bousiller de son propre pouvoir. Il est peut-être instable, mais le gars est surpuissant. Et pour les nains, ils vont pas laisser la porte sans surveillance à des morts-vivants. Tu rigoles. Ils vont la défendre jusqu'à la mort. Tout simplement. La bataille va être colossale. Je sais, je vous laisserai la lire parce que je crois que c'est l'une des plus longues du livre. Je crois que c'est l'une des plus longues. Les morts-vivants vont se faire totalement tanker par les nains. Les nains vont faire une démonstration de force incroyable. Le roi Ghoul sur Terrorgate se fera péter la tronche par Cazador. Krell va défoncer des nains par centaines. Neferata va se faire défoncer dès qu'elle va commencer à faire quelque chose. Elle tente de la magie, elle se fait péter par Torek. Elle va au corps à corps, elle se fait repousser par des nains. Patati patata. Bref, Neferata classique. La pauvre, quoi. La pauvre, elle s'est vraiment pas respectée. Et toute cette bataille, tout ce combat épique de résistance incroyable, où les vents de magie eux-mêmes de la mort sont canalisés et détruits par les nains. Les nains ont compris qu'il fallait envoyer des grenades non-stop. Ouais, puis casser les vents de magie surtout. C'est une bataille souterraine? Oui, c'est une bataille souterraine, en effet. Et toute cette bataille va se passer dans le sens des nains. Jusqu'au moment où des troisièmes antagonistes arrivent. Parce que vous vous rappelez que Neferata n'est pas une grande générale.
L'armée du gouffre des crânes, elle l'a pas détruite. Elle l'a laissé s'enfuir. L'armée peau verte, qui a failli la détruire, toujours commandée par Grulsip, l'a suivie. Elle n'a même pas protégé ses arrières. Les peaux vertes, à nouveau reformées, attaquent sur le flanc les morts et les nains. À nouveau, les morts-vivants sont surpris par un déferlement de nouveaux arrivages de fanatiques et de squeakbroyeurs, tandis que les nains voient déferler sur eux des hordes de fanatiques et de gobelins de la nuit montés sur des squigs pour venir tous les dévorer. La bataille se tourne à ce moment-là. Payté Mortark. Ah ouais, mais Payté Mortark, on est d'accord. À ce moment-là, la bataille tourne en un carnage absolu. Les trois armées s'affrontent sans vraiment se dépasser. La horde des gobelins est totalement disparate et font un bordel pas possible. Les nains tankent le plus possible qu'ils peuvent. Et derrière, les morts-vivants affrontent sans ménagement tout ce qui se passe. Mais très rapidement, on comprend que les morts-vivants savent que ce sont les forgerunes qui posent problème. Si les forgerunes sont abattues, si le fait de casser l'anti-magie des nains est abattu, leur puissance nécromantique par le fait que Nagash renvoie toujours plus de puissance dans le monde maintenant par la mort, va supplanter le reste. Ce qui fait que Krell va commencer à pourchasser, avec Imantette, va commencer à pourchasser les maîtres des runes dans la bataille et va les massacrer les uns après les autres. Le grand défi final sera entre les mages vampires et Torek qui frappe tellement son enclume du destin non-stop depuis des heures entières du combat. L'enclume du destin de Torek va chauffer jusqu'au blanc. Elle va devenir totalement incandescente jusqu'au moment où Torek, tu comprends que Krell arrive sur lui, que Neferata arrive sur lui, qu'il est submergé, et Torek va frapper une rune qui va fendre l'enclume du destin. Ça va mettre au sol tout le monde pendant quelques temps. Il regarde autour de lui, il voit que les gobelins sont mis au sol, les nains ont été surpris ou sont presque tous morts, que les contes vampires n'auront que quelques secondes avant de se relever. Il n'a plus ce qu'il faut pour arrêter ce qui allait en face. Il sait que s'il frappe une dernière fois sur sa rune, sur son enclume du destin, il va la détruire pour de bon, la finir totalement. Il regarde la porte de Valhalla derrière, il sait qu'il n'aura pas le temps de l'ouvrir et de sauver l'âme de la reine naine, de la déesse naine. Torek ne pense qu'à une chose, abattre d'une bonne fois pour toutes ses ennemis qui sont en face de lui. Il sait qu'ils sont dans des souterrains et Torek va balancer la plus puissante rune possible sur son enclume du destin et provoquer un éboulement colossal, tentant d'enfouir sous la montagne la porte de Valhalla, Neferata, Krell et tous leurs ennemis. Il va réussir à craquer sa rune, à balancer sa rune et à faire péter le toit. Il va mourir des mains de Krell. C'est Krell qui va le tuer. Je crois que c'est le champion roi des rois revenants, je sais plus. Oui, il tue le roi revenant, mais Krell le tue derrière. Bref. La montagne va s'effondrer. J'active la bombe pour le Karazankor. Il n'y a pas que les Skaven qui sont doués à faire des tremblements de terre. Exactement. Par le pouvoir du scénarium, Nagash empêche l'éboulement. Même pas. C'est encore pire. Après l'éboulement et l'effondrement qui va avoir coûté la vie à quasiment tous les gobelins, à tous les nains de Karak-Azul. Je rappelle que Cazador est mort. Cazador est mort là-dedans. Il s'est fait tuer. Je crois d'ailleurs qu'il s'est fait tuer par le roi revenant. Je sais plus. Vous regarderez la bataille. Mais bref. Le roi Cazador meurt à cette bataille. Torek meurt à cette bataille. Deux personnages importants du monde des nains meurent à cette bataille. Et en face, les gobelins, on n'entendra plus parler du seigneur gobelin Grulsik, qui lui aussi finit enseveli. Mais en face, Krell et Neferata s'en sortiront, tués par un simple roi revenant. Ouais, je crois que c'est ça. Les deux s'en sortiront. Et Neferata pourra même atteindre la porte de Valhalla.
Et Neferata, qui n'est ni une grande magicienne, ni une grande combattante, ni une grande stratège, va réussir à capturer l'âme de Valaya pour l'offrir en sacrifice à Nagash. Pardon? Ce qui fait un plaisir de te suivre depuis 20 mois. Merci beaucoup Tariq pour ton prime, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme Tariq, on en a besoin là. Il est fort le buff scénario, hein, c'est clair. Faut revoir le script, c'est ça. Qui en sacrifice Valaya. Et c'est là tu fais ah ouais d'accord, vous en aviez plus rien à foutre en fait Gathor Shop à ce moment-là. Non parce que Valaya quand même elle était présente lors de l'incursion du chaos. Hein. Après est-ce que c'est son âme affaiblie etc. On n'en sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais on sait à ce moment-là que Valaya va être capturée, ou en tout cas l'essence de l'âme de Valaya va être capturée et offerte à Nagash pour qu'il la dévore. Elle est plus là, si bah, c'est l'essence de son âme qui a été capturée, qui était derrière la porte. Neferata va donc réussir son pari. Elle va réussir son pari et par ce fait, elle va stabiliser Nagash dans son pouvoir, qui va pouvoir donc libérer sa toute puissance lors de sa guerre contre Nehekhara qui va arriver. Elle subit la pauvre, elle subit fortement. Mais, pour toujours en rajouter une couche, faire ça, faire que Valaya disparaît à ce moment-là, que Valaya, donc à son pouvoir, Valaya disparaît, la déesse est dévorée, elle n'existe plus. Hein. Eh bien ça va affaiblir l'intégralité du pouvoir des nains. Parce que je vous rappelle que les runes des nains les plus puissantes qui les protègent de toute la magie corruptrice du chaos, y compris le trône de pouvoir de Thorgrim, toutes les runes d'anti-magie, toutes les runes qui protègent les portes des sortilèges, etc., tout ça, c'est le pouvoir de Valaya. Ce qui fait que les nains vont voir s'éteindre les runes de Valaya à ce moment-là de l'histoire. 9 kilos de farine pure pour les scénaristes. Donc voilà ce qu'il se passe lors du 3e chapitre de la fin des temps. Gros CSC des morts vivants dans la lutte contre le chaos. Ouais, j'avoue, j'avoue. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le chapitre 3, qui est l'un des plus courts. Mais qui est ultra important. Adieu les nains, je vous aimais bien, voilà, c'est ça. Les morts vivants ne deviennent pas plus endurants à la magie pour R raison, quoi. Non, même pas, c'est même pas précisé. C'est même pas précisé. Et voilà, donc Neferata qui ne fait que... En plus, elle fait que de la merde durant tout le truc. Tu vois tellement qu'elle sait pas faire de combat, qu'elle sait pas faire de stratégie, etc. Mais voilà, juste incroyable, quoi. Juste incroyable. Donc voilà, je voulais résumer hein, ce chapitre 3, mais vraiment, voilà. J'aime pas comment ça tourne, c'est médiocre, ce méga nerf des runes. Bah en fait, voilà, c'est vraiment pour nerfer les nains. Du coup, d'écriture pathétique. Encore une fois, on n'est pas là pour juger ce qui a été fait, les gars. On n'est pas du tout là pour ça, on est là pour présenter quand même qu'est-ce qui s'est passé dans ces livres. Et pourquoi moi, par exemple, cette bataille, elle a aussi été gagnée par les vampires. Mais voilà, par exemple, le roi de Karakazul, moi, il n'est pas mort dans mon histoire. En faisant les parties sur la table, c'est gagnable par les contes vampires, bien sûr. On passe au 51, tout de suite. Arrêtez de picoler, ça coûte trop cher.